Bonjour à tous, bienvenue dans Interaction. Interaction qui va faire finalement une spéciale élection américaine avec une double surprise. L'élection de Donald Trump tout d'abord et également la réaction de la bourse, et c'est ce qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on a appelé cette émission La bourse se sent-elle trumpée? Deux invités pour commenter cette actualité, Hubert Tassin et notre gérant Thomas Louis. Hubert, notre analyste. Bonjour messieurs. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. On attaque tout de suite par cette double surprise, Hubert, et cette réaction des marchés qui a été dans un sens que peu anticipé. Oui, on imaginait que Trump serait d'abord que Clinton serait élu, puis que si Trump passait, les marchés financiers seraient troublés, pour pas dire plus. Alors ça a été le cas pendant la nuit, en fait. Ça a été le cas pendant à Tokyo. Les indices hors marché, hors séance ont perdu 4-5%. Hein. C'est ce qu'a fait la bourse de Tokyo. Et puis, à l'ouverture des marchés européens, on est revenu à zéro, puis un peu positif. Et puis, Wall Street monte. Au bilan, on a une semaine où les indices boursiers ont monté, où le dollar, qui avait chuté en ouverture le lendemain du scrutin, a remonté, même au-delà de ce qu'il était. La seule chose, on peut dire quand même, les taux d'intérêt ont monté. Alors c'est aussi une surprise. On pensait que l'élection de Trump les ferait baisser, puisqu'on était à 1,80 sur le 10 ans américain la semaine dernière, et on est à 2,20%. Alors, deux choses. C'est relativement cohérent, puisque les secteurs, on en parlera avec Thomas tout à l'heure, les secteurs qui en ont profité, c'est cohérent peut-être avec les analyses qu'on peut avoir du programme de Trump. Il y a un phénomène technique, hein, Thomas. Il y avait des vendeurs, quoi. Alors il y avait beaucoup de vendeurs, ces vendeurs ont dû déboucler très vite, tout au long de la journée, donc ça a ramené le marché d'équerre, si j'ose dire, à un niveau qui était proche de celui qu'on a connu avant la baisse d'il y a une semaine, donc finalement on est revenu à zéro. Oui, il y avait beaucoup de vendeurs, les gens avaient la trouille, soit d'élection de Trump, soit d'une élection de Mme Clinton avec contestation judiciaire, etc. Ils avaient peur, ils sont aussi rassurés parce qu'il y a un congrès et un président qui sont de la même couleur, c'est pas pour ça qu'ils vont s'entendre, mais qui sont quand même de la même couleur. Les gens avaient peur, et on a vu le phénomène technique, c'est qu'à Paris, quand le 4550, 560, qui était le court pivot de la liste technique, est arrivé, tous les vendeurs à découvert sont revenus. On a fait des transactions records hier. Alors on regarde ce que ça donne sur les marchés, avec ce CAC donc, qui sur la semaine progresse, presque 4%. Oui, 3,82 de progression contre un fond, vous le voyez à l'écran, qui monte de 2,29%. Le mouvement, on en a suffisamment parlé, des mouvements violents comme ça, ce sont des mouvements indiciels, essentiellement tournés sur Sanofi et Total, mais aussi les financières. Pourquoi les financières? C'était une des questions. Eh bien parce que Trump visiblement veut desserrer les taux sur les banques aux États-Unis, et on voit mal dans un univers concurrentiel une Europe continuer de contraindre autant ses banques alors que ses principales concurrentes ne le seraient pas. Donc ça veut dire quoi? C'est Solvency et compagnie qui passeraient par-dessus bord? Alors c'est les fonds propres que doivent mettre les banques dans leur métier? Oui, voilà, il est question de... On se repose la question, faut-il continuer à être aussi rigide et de temps en temps psychorigide avec les fonds propres des banques, sachant tout de même qu'elles n'ont pas fini d'absorber leurs pertes. Il ne faut pas oublier le dossier allemand, il ne faut pas oublier le dossier italien dans toute cette euphorie. Pourtant, les banques et l'Europe ne veulent pas faire la même chose que Trump. On veut se démarquer du diable Trump. Oui, mais ce qui est important, c'est le niveau de taux d'intérêt. À partir du moment où les taux remontent, et on l'a déjà dit plusieurs fois depuis plusieurs semaines, on redonne des marges au secteur financier, et on retrouve effectivement la BNP dans les valeurs françaises, AXA, dans les hausses de la semaine. Alors le reste des hausses, c'est aussi lié au programme de Trump. On a le secteur de la défense qui marche très bien, Safran, Thales. On va faire un New Deal en fait, on va investir 500 milliards dans les routes, les ponts, l'infrastructure. On peut peut-être regarder le programme de Trump. Alors, c'est absolument l'anti-Reagan, c'est-à-dire qu'on était monétariste, et là on est purement keynésien, comme on dit, c'est-à-dire cette vision économique, comme on dit. Et c'est pour ça qu'on a du mal à... C'est un choc de relance par la consommation, par l'investissement, ouais. et évidemment, pour éviter qu'il y ait trop d'importations, de montée possible, probable, j'en sais rien, des taxes à l'entrée. Et c'est pour ça qu'on a du mal à le classer dans une boîte, à le ranger dans une boîte, ce Trump, parce qu'il pioche dans différentes catégories. Il va chercher différentes rubriques. Ouais. Il est plutôt
impatient. Fiscalement, il est plutôt très libéral, et puis économiquement, il va être très keynésien. Oui, oui, il y a ça. Il veut surtout, il s'attaque ouvertement aux Chinois, ce qui a précipité les places dans un premier temps asiatiques, en tous les cas les places à la baisse, qui ont rebondi fortement. Je pense qu'on a raison de voir les choses de ce côté-là. On attaque la guerre des monnaies, là. On est en pleine guerre des monnaies, ni plus ni moins. On en a suffisamment parlé aussi sur ce plateau. L'histoire des frontières avec le Mexique, je pense qu'on va être dans le symbole plus que dans l'action. Bon, voilà. Et après, une chose est sûre, hein, il a quand même l'ambition de relancer la machine économique une fois de plus aux États-Unis. C'est ce qu'on voit là sur son programme. C'est ce qu'on voit sur le programme là. Réforme fiscale, baisse généralisée des impôts, ça c'est un choc de demande, comme on dit, dans un pays. Et c'est aussi un choc aussi, on vise de rapatrier les bénéfices qui sont planqués dans les paradis fiscaux, notamment d'Apple et compagnie. Des ennemis de Trump, Apple Voilà. et compagnie. Le calcul est simple, hein. C'est-à-dire qu'à 15%, comme il l'annonce là, les compagnies américaines se sont quasiment toutes engagées à rapatrier leurs fonds. Si c'est le cas, c'est un petit coup de génie quand même. Ça arrange tout le monde, y compris les compagnies américaines qu'on soupçonnait de plus en plus d'avoir de ne plus appartenir à aucun pays et donc à n'obéir à aucune règle. S'il fait ça, il les ramène dans le giron américain et ça donne une puissance de feu considérable, y compris pour des opérations depuis les États-Unis. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, puisqu'on va suivre la slide, réforme de la réglementation, c'est quelque chose qui va doper l'activité. On pense qu'on veut, et la réforme de l'énergie qui est le troisième, de tout ça, mais quand il a chiffré, ou ses équipes ont chiffré à 2000 milliards de dollars par an l'excès de réglementation, nous en Europe on est bien placé pour savoir que des réglementations, on en bâtit toujours et qu'il faut un Reagan ou un Trump pour les effacer. Pour finalement c'est ça que ça veut dire. Les relations internationales, c'est qu'à partir du moment où on libère du pouvoir d'achat, c'est pour éviter évidemment qu'on importe trop à trop bas prix. Et puis c'est une vieille histoire, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC sous Clinton précisément, sous le mari, avec un taux de change, et alors c'est là où je rejoins complètement Thomas, un taux de change de combat, et lui, il lui dit on est en guerre économique avec la Chine, le change est une des armes principales. Hein. Donc plutôt un programme pragmatique de chef d'entreprise, vous le signez ce programme? On verra s'il le met en œuvre, mais... Non, c'est révolutionnaire parce que supprimer des réglementations, tourner le dos quand même à la réforme de l'énergie, c'est tourner le dos à des investissements liés à l'environnement. C'est quand même une révolution. La révolution, la pire, c'est effectivement les barrières douanières. Est-ce que ça va casser la croissance mondiale? Lui, il ne le croit pas, visiblement. Et la majorité républicaine au Sénat sera là pour le surveiller. Oui, et puis le mouvement sur le pétrole qui tente d'initier... c'est un mouvement qui, personne n'ose le dire, mais enfin arrange tout le monde. Ça a commencé par le cours de nos compagnies pétrolières qui ne demandaient... mais pourtant, c'est paradoxal que ça fasse remonter les actions pétrolières et parapétrolières, parce que ça va libérer davantage de production de schiste et donc peser sur les prix. Oui, mais enfin, il faut savoir à quel... il sait également qu'un des vecteurs de croissance repose par la baisse du prix de l'énergie, qui donne immédiatement du pouvoir d'achat aux Américains. C'est direct à chaque fois. Donc, oui, mais ça ne va pas profiter aux actions pétrolières et parapétrolières. On a eu Vallourec qui a gagné 10% hier. Ça empêchera de descendre, ce qui est déjà pas mal. Et la relance du gaz de schiste, c'est de la relance de l'investissement, y compris pour Vallourec, puisque c'est un exemple. Et dans les relations mondiales avec la Chine, renoncer à la suppression du carbone, l'utilisation du charbon ou en limiter les contraintes, c'est quelque chose qui sera bien vu des Chinois dans le cadre d'une négociation qui est autre chose. Non, le programme en lui-même, il paraît dingue parce qu'il vient d'ailleurs, parce que les baisses d'impôts, c'est quelque chose que eux ont connu effectivement du temps de Reagan, et puis le naturel, c'est que ça remonte tout le temps. Nous, on n'a jamais connu le moment où ils avaient baissé. C'est ça qui nous épate. Donc on a vu son programme économique. Est-ce que c'est bon pour la bourse? Les premières réactions de la bourse semblent dire que oui. Est-ce que sur le long terme, s'il applique ce programme, on va aller dans le sens d'une hausse des prix des actions? Pour l'instant, les réactions de la bourse, j'allais dire, sont cohérentes. C'est-à-dire que vous annoncez que vous allez déréguler le système bancaire,
et que dans le même temps vos taux d'intérêt commencent à remonter, on voit et des marges plus faciles à faire pour les établissements bancaires. Donc après, il y a des répercussions sur toute la planète. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, vous annoncez que vous allez diminuer la réglementation aux États-Unis, ça fait monter les marchés américains. Et singulièrement les pharmaceutiques qui avaient très très peur du programme de Mme Clinton, Exactement. Même si lui-même mettra des contraintes aussi. C'est là où on reparlera de Sanofi peut-être. Exactement. Peut-être. Ou pas. Ou pas. Alors, ok, c'est l'événement majeur dans cette semaine, donc du coup, ça va libérer la pression sur la Fed. Alors, non, moi, au contraire, je pense que la Fed, elle est confortée dans ses décisions. Je ne sais pas si Mme Yellen a besoin d'être confortée dans ses décisions, mais là, on a des taux d'intérêt qui sont un peu remontés. Tous les signaux sont là. Moi, je trouve que Oui, donc elle va pouvoir lancer sa remontée des taux en décembre, poursuivre sa remontée des taux en décembre. Exactement, je pense que c'est désormais inscrit. Si, encore une fois, il mène à bien son projet, plus de croissance dans le pays, donc des risques d'anticipation inflationniste plus élevés. Je rappelle qu'on ne fonctionne sur les marchés que par anticipation. Ouais. Et donc, ce signal-là est aujourd'hui mesuré comme positif, parce qu'enfin, on commence à remonter les taux d'intérêt, et en remontant les taux d'intérêt, on commence enfin à sortir de ces 7-8 ans qu'on vient de traverser. Parce que ce qui est très important, c'est qu'il faut quand même comprendre que c'est là où il y a des grands doutes sur son programme. Ça veut dire beaucoup de déficit. C'est-à-dire 500 milliards en 3 ans dans la défense, un programme de 500 milliards pour construire des autoroutes. Oui, 5 trilliards, 5 000 milliards de déficit supplémentaire, voilà. J'avais vu ce chiffre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir le financer. C'est donc pression sur les taux d'intérêt et c'est inflation. La seule chose, c'est que c'est là où la majorité républicaine au Sénat, il va falloir qu'il les convainque. Mais c'est pour ça que la relance, elle est hyper keynésienne. Parce qu'on a vu le bras de fer avec Obama, hein, le plafond de la dette, à chaque fois il devait aller négocier. On est dans le paradoxe, puisque Trump avait accusé Madame Yellen de ne pas remonter les taux pour soutenir la candidature Clinton. Aujourd'hui, il va lui dire c'est pour me saboter le travail. Pas vraiment. De toute façon, il a dit qu'il la virerait, donc elle a absolument rien à perdre. Donc elle va suivre sa politique, parce que quoi qu'il arrive. Il a le pouvoir de la virer. Elle est renouvelable, elle ne sera pas renouvelée. Il a nommément attaqué, donc c'est pas la peine de il a aussi nommément attaqué Arsène Wenger. Voilà. Il a attaqué pas mal de monde. Ouais. Non mais un peu tout le monde. Alors, cette hausse des taux ne veut pas dire qu'on va arrêter d'acheter des actifs, qu'on va diminuer le bilan de la banque, parce que effectivement il y a cette question du financement du déficit et qui se négocie aussi avec les Chinois, quand même, mine de rien. C'est pour ça que il n'y a pas que du bon, il n'y a pas que du mauvais. C'est ça qu'il faut comprendre, mais c'est quand même une nouvelle donne. Quand Clinton aurait été le prolongement à peu près rectiligne de la politique. Ok. Pac-Man, c'est quoi ce... C'est puissance 4 en fait, hein, pour ceux qui s'en souviennent, 4, oui. si je peux me permettre. C'est pas Pac-Man, c'est puissance 4. Voilà, Pac-Man, il faudrait plus de rouge, des carrés un peu, et des petites bestioles qui se baladent. Donc nous, on a juste... Je pensais qu'elles allaient apparaître, c'est pour ça. Je voulais juste matérialiser, puisque depuis quelques temps, vous connaissez tous ces indicateurs. On en traite un ou deux de temps en temps à l'écran toutes les semaines. Là, on a décidé de les afficher tous d'un seul coup, juste pour qu'on comprenne que les indicateurs, une fois passé l'orage, n'ont pas changé radicalement. Un petit peu plus de risques, un petit peu plus de problématiques sur les couvertures, ce qui est normal, vu le débouclage et le mouvement général qu'il y a eu dessus, c'est un signal qui s'active. Mais finalement, il n'y a pas de rouge qui apparaît. Ça donne un peu de visibilité sur les marchés. On savait, dans les scénarios qu'on avait étudiés, qu'à 25%, si Mme Clinton passait, on avait une chance d'avoir des marchés qui arrondissent de 3-4%, mais pas beaucoup plus haut, et que ça baisse de 5 ou 10, même si à 75%, notre ami passait ou contestait les élections. D'accord, donc là on a quand même un peu plus de pions jaunes. Oui, mais c'était avant l'élection. Rien d'anormal. Pourquoi ? Parce que si les décisions dont on parle, la hausse des taux, on la verra que plus tard dans les indicateurs. La guerre des monnaies, on la verra là aussi pour l'instant plus tard. Il n'y a rien d'annoncé, rien de tangible, et donc ça ne se traduira pas tout de suite sur les cours de bourse. On a aujourd'hui, la nouvelle est enregistrée. Pour l'instant, dans ce qu'il a dit, il n'y a quand même rien ni de radical, ni qui... Mais malgré tout, vous n'êtes pas complètement serein. Vous dites il est tellement fantasque que... On a tiré sur la volatilité, il faut quand même pas exagérer. On a fait 1000 points d'écart entre le plus bas avant l'ouverture hors bourse sur le Dow Jones et la clôture d'hier. Donc c'est
énorme. Donc quand on a des volatilités pareilles et un mouvement quand même largement technique, il y a des retours de bâton, faut pas rêver. Hein. Il y a une chose qui empêche de dire la hausse d'automne est arrivée, celle dont on a tous rêvé, les résultats des entreprises sont corrects, etc. Il y a quand même une volatilité qui va être très importante. Et puis, l'homme a... Je sais bien que le type élu n'est pas le type de la campagne, mais il va bien aussi avoir des bras de fer sur lesquels il y aura des propos un peu violents. Je pense que ça, en effet, ça nous réserve quelques épisodes intéressants. Est-ce qu'on a fait le tour, de la partie macro? Tout de suite, on regarde un petit peu donc, le portefeuille, le top flop depuis le début d'année, vous nous avez apporté? Alors, vous avez le top flop. Alors là, c'est un écran Bloomberg que j'ai sorti juste pour montrer ce qui s'est passé depuis le début de l'année. Sur les secteurs. Sur les secteurs. En tête des secteurs, les matières premières, Basic Resources, Oil and Gas, la construction et les matériaux, l'industrie, donc vous voyez tout le cycle. On en a bien parlé ici. Et ce qui fonctionnait moins bien, les télécoms, le travel avec ce qui est arrivé sur les attentats, qui est quand même largement... et puis, dans une moindre mesure, les médias et l'automobile. Bon. Alors, on a vu dans l'automobile qu'il y avait une grosse distorsion, on en a parlé. Après, on vous a montré simplement le rebond de cette semaine. Et on voit que le rebond de cette semaine, finalement, confirme et amplifie le mouvement depuis le début de l'année, ce qui est assez rassurant, pour le coup, pour les marchés. Les secteurs défensifs sont pénalisés cette semaine, les utilities, les food and beverage, l'immobilier. L'immobilier, c'est normal, on est dans la hausse des taux. Toutes les valeurs d'abonnement vont, elles aussi présentent un risque de pénalisation au moment où on parle, toutes celles qui sont sensibles au taux d'intérêt, ça peut voilà. Et moi, ça conforte une idée, c'est qu'on est en train de rentrer encore plus dans le cycle avec ce mouvement qu'on connaît aujourd'hui. À la guerre des monnaies près, c'est probablement des allocations mondiales qu'il va falloir sur les allocations mondiales qu'il va falloir travailler. Avec un point particulier sur l'automobile, c'est que l'automobile cette semaine a été pénalisée l'automobile européenne, puisqu'on parle d'indice européen, à cause des questions de taxes à l'importation, et notamment ce qui a été pénalisé, c'est les Allemandes, qui sont très chères, et sur lesquelles le marché américain, pour Volkswagen, pour Mercedes ou pour Audi, est absolument quoi pour et l'affaiblissement du dollar pèse évidemment sur toutes les valeurs dollars, on l'a vu avec Sodexo, avec Airbus. Donc ça peut paraître curieux de dire, on est dans le cycle, mais il y a un truc qui marche pas du tout, c'est l'auto. Ça s'explique quand même, sachant que en revanche, dans le marché automobile mondial, on a des très très bons chiffres en Chine. On va parler beaucoup de Chine et des États-Unis pendant cette présidence Trump, j'ai l'impression. Alors, l'historique des arbitrages, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, je vous ai affiché des arbitrages que j'ai fait ce matin avant de venir. Au réveil. Presque, on l'a fait à 10h. Et à 10h, on a renforcé Total et Technip. Nos deux sujets sur le pétrole. Donc, ça, c'est l'effet Trump. 3, puisqu'on a de l'ENI, il y en a 3. Et on a de l'ENI également, mais dans les renforcements. Ça vise comme Total. Voilà, on a fait cela. Et on a acheté une ligne de BNP. J'avais dit qu'on rentrait dedans. On l'avait déjà fait avec Santander. On a renforcé Santander et acheté du BNP. Nous pensons on en avait parlé lors des émissions, un catalyseur. On y va doucement parce qu'on a encore l'Italie à venir dans 15 jours. Le sujet Deutsche Bank, on commence à penser que c'est dans les cours quand même. En tous les cas, il faut savoir essayer de rentrer. On est rentré, retenons que le niveau du stock 600 des banques était à celui du 1er janvier. Il était passé par un plus bas à moins 30, il est revenu au point de départ et qu'il est encore 30% en dessous de celui d'il y a un an. C'est un choix très spécifique, c'est les deux meilleurs. Si j'ose dire, c'est les deux meilleurs de la zone euro, Santander et BNP, parce qu'il y a ce problème de récapitalisation de Deutsche Bank qui nous inquiète beaucoup. Il y a le fait qu'effectivement les Américains vont-ils souscrire aux augmentations de capital tout de suite, ils vont finir par le faire, mais ça peut donner un petit choc. Il y a eu par ailleurs, sur une banque espagnole qui est l'autre, celle de la banque de Bilbao, BBVA, très exposée au Mexique, et le Mexique ça va quand même être un sujet, c'est pas le Mexique, c'est un sujet de délocalisation comme peut être la Hongrie pour les Allemands. C'est pas... Donc en fait, pétrolière et bancaire avec le catalyseur Trump, c'est ça la moralité? Ouais. Dans le catalyseur Trump, il y a les pétrolières et les bancaires, alors il y en a d'autres, on va y revenir. Il y a les pharma. Il y a les pharma, il y a le cycle, il y a la défense. Par contre, on commence. Sanofi? Sanofi, on en a encore. Ça, on l'a allégé, on partait de 5, on est à 2,45. Mais ce qu'on peut voir dans l'écran du portefeuille d'interaction cette semaine, si vous voulez bien le mettre à l'écran, Thomas, et donc il s'affiche derrière nous, on retrouve
dans notre palmarès. Alors d'abord des hausses substantielles, on voit 6,33 de hausse de Thales. Je rappelle qu'on avait renforcé Thales c'est défense, ouais, c'est défense. Total, 6% de notre poids global, c'est beaucoup, 3,25. Et donc, deuxième contributeur, certes, en contribution relative, on perd, mais enfin, quand on a eu du poids, c'est normal. Ensuite, on a Alstom, dont on reparlera dans un instant. Et puis Sanofi, qui nous aide bien, avec un mouvement assez violent. Puis Allianz, LVMH et Atos. Alors, il faut expliquer. Non, Sanofi, il était vraiment dans le viseur, parce qu'il est dans le viseur de la Food and Drug Administration, et il est dans le viseur dans la campagne, Mme Clinton a dit il y a des médicaments qui coûtent trop cher. Donc, je ne dis pas que sous Trump, ça sera différent, mais sous Trump, puisque l'Obamacare, la sécurité sociale généralisée, va être allégée, sans doute pas supprimée, mais allégée, ça veut dire que c'est moins les budgets publics qui vont négocier les tarifs des médicaments, mais les compagnies d'assurance, et donc c'est un autre jeu dans lequel peut-être que Sanofi, encore une fois, qui a une sale gueule à Washington, sera peut-être mieux vu. Et alors, à Paris et ici, qu'est-ce que vous en pensez de Sanofi? Est-ce que vous avez changé votre avis sur cette Moi, je suis valeur? réticent sur Sanofi, mais ça c'est... Parce que c'est trop complexe, c'est trop gros, c'est trop... Le poste Lantus, le poste diabète est très compliqué pour Sanofi, c'est pas... Donc vous restez... Et c'est une question de temps. Re-remplir un pipeline, c'est du temps. Alors, et là, peut-être que je me trompe, peut-être que c'est déjà anticipable par les marchés, ou qui sera anticipable par les marchés dans un an ou dans deux. Et alors là, on reste à 2,45, ou on en sort davantage, ou on rentre davantage? On en profitera si on doit renforcer d'autres titres pour aller... Donc vous n'êtes pas partisan d'un allègement, parce qu'au début, on était parti sur... Oui, on avait allégé. Parce qu'il fallait des idées en face, je le rappelle, parce que quand on vend, il faut pouvoir acheter, et inversement. D'accord, donc là, on ne touche plus à Sanofi, 2,45. Là, pour l'instant, on n'y touche plus. On est content d'avoir profité d'une hausse historique, 7,81% en une semaine, ça n'arrive pas souvent sur cette hausse. Il faut s'en souvenir. Donc, même si elle avait souffert, c'est quand même bien, c'est un joli D'accord. signe. Donc on a vu bancaire, pétrolière, pharmaceutique, la défense. Alors la défense, alors on en a. On a quand même du Thales, on a quand même du Safran. Rheinmetall, on avait à une époque. Oui, on l'a plus super valeur sur laquelle on a beaucoup d'argent. Trump, il dit deux choses. Il dit je mets 500 milliards dans ma défense à moi, et ça peut concerner des fournisseurs. Des fournisseurs. Et la deuxième chose, il dit mais vous, les Japonais, vous, les Européens, bon, les Anglais, les Français, c'est déjà le cas. Il faut que vous investissiez dans votre défense. Surtout si je me retire de l'OTAN en plus. Oui, c'est ça. C'est une manière de le dire. Je me retire de l'OTAN. Donc démerdez-vous. Donc ça veut dire qu'il va y avoir des investissements. Donc on a bien vu Dassault Aviation, Thales, Sanofi. On a vu Sable, le fabricant du... D'Eurofighter. Non, le Groupon. Groupon, qui est un peu le Rafale du pauvre, mais le Rafale du pauvre, ça peut être suffisant pour les pauvres. Pour des pauvres. Bon. Donc là, on en a. Est-ce qu'il faut en avoir plus? On en a, on a les bonnes. Quel est votre sentiment alors? On a Thales et Safran. Est-ce qu'on est assez armé? C'est pas la peine d'en prendre d'autres de toute façon. Si on fait quelque chose de plus, ce sera sur Thales et sur Safran. C'est pas la peine. Oui, plutôt autant les renforcer. On n'est pas très loin. 2,63 en Safran, 3,36 en Thales. Donc on renforce, on prend un point. On va pas en prendre tout de suite. Sur Safran, on va rajouter 1%, mais pas sur Thales, on est déjà bien chargé. Après un mouvement de 6,33, je ne suis pas pressé de racheter aussi. Donc en fait, on reprend un peu de Safran. Alors après, il y a le cycle. Donc le cycle, on a mis des pieds dedans. On a du Zodiac, c'est quelque chose qui est cyclique, c'est quand même... cette industrie-là, et puis on a du Alstom. Mais alors, que Thomas prenons cette conversation sur le cycle, parce qu'on dit, ok, maintenant, on y voit un peu plus clair, le cycle va repartir, boosté sans doute par du keynésianisme. On a ces taux d'intérêt qui vont pénaliser les utilities ou les abonnements. Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas à fond? Pourquoi est-ce qu'on ne vire pas davantage les médias, les utilities et reprendre davantage de cycles? Alors, pour une raison simple, c'est que M. Trump est toujours pas seul au monde. Contrairement à une idée reçue, et que malgré surtout, tout, c'est ce qu'il pense lui. C'est ce qu'il pense lui, certes, mais il n'est pas seul au monde. Il y a d'autres entreprises, il y a d'autres États surtout désormais, parce que M. Trump n'est plus une entreprise, c'est un État. Il représente un État au moment où nous parlons, et donc les autres vont évidemment s'ajuster. On a des programmes ambitieux dans l'automobile, dans l'aviation en Chine, qui seront
qu'il faut pas négliger. Et ils vont avoir des concurrents substantiels en phase 2, enfin des concurrents vraiment conséquents en phase 2, pardon. Donc, ne faut pas se précipiter. On peut pas faire des mouvements 0 ou 1, entre guillemets. Ça peut pas être binaire, notre gestion. Sauf qu'on a du cash, donc on n'est pas obligé de on a à peu près quoi, 10% encore. Vous savez que je suis pas un fanatique d'orange, mais on n'est pas obligé de vendre nos oranges pour investir dans le cycle. Ce matin, on avait 9%. 9%. Et donc, du cycle, on en a. Donc on a du Siemens et on a du Alstom qui a publié, des résultats, un carnet de commandes absolument canonissime. Oui, je rappelle que sur Alstom, on a un potentiel de 27%, qu'elle est malgré tout en retard. Vous le voyez sur ce petit schéma en bas à gauche auquel vous êtes désormais habitué. Hein, c'est en rouge Alstom, le stock 600 dividendes réinvestis depuis décembre 2014. On voit qu'on a ce retard, qu'elle a décroché, qu'on est en train de rattraper simplement ce retard-là. Et pour nous, on ira rattraper. On a encore 27% à aller chercher. L'hypothèque qu'on avait sur Alstom, qui était la problématique des free cash flow, apparaît comme levée aujourd'hui. Cette hypothèque-là, on a des free cash flow de 333 millions contre à la même époque 1,3 milliard négatif. Dans l'autre sens, oui. C'est juste considérable comme progression. 5 de delta. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est la croissance embarquée. La croissance organique d'Alstom à 7%. Est largement supérieur, en tous les cas supérieur au consensus, et donc cette décote qu'on avait sur le titre historiquement est de moins en moins justifiée. Je vous sens titillé par Alstom. Ah oui. Et Alstom, je finis, on a du Siemens, hein, mais Alstom a toujours une très nette décote par rapport à Siemens. Et malgré... Alors qui est lié au fait que ça n'a pas d'historique à cause de cette scission entre le transport et l'énergie. Et malgré les problèmes de Belfort. Non mais c'est quand même. Il y a ceux qui nous regardent, voient le 20h et voient Belfort. Il ferait mieux de nous regarder. Et donc ils se disent pourquoi est-ce qu'ils veulent acheter du Alstom alors qu'il y a Belfort. Non mais arrête. Expliquez-moi. Le problème c'est qu'il va falloir un jour qu'on arrête de faire de l'investissement aux 20h, en tous les cas par un prisme politique. Que les politiques s'occupent de politique, de la vie de la cité, ça me pose aucun problème. Du bien-être des gens, de la protection des personnes, c'est très bien. Dès lors qu'ils se mêlent d'économie, c'est systématiquement un carnage. Belfort, c'est probablement un énorme mouvement de com', mais quand on voit les chiffres aujourd'hui, qu'on protège évidemment un site avec toute l'énergie possible et imaginable, c'est normal. Qu'on fasse passer des contrats qui vont s'avérer contestés devant la justice, c'est comme ça que ça va se terminer, parce que ce sera traité dans 2 ans, une fois que les élections seront passées. Ça, c'est lamentable. Et ça, on ne peut pas piloter des groupes industriels comme ça, ce n'est pas possible. Là, donc, le fait qu'Alstom ait des difficultés, pour être clair, à Belfort, ne présage pas de la qualité intrinsèque de l'entreprise au sens mondial. Quand on a la difficulté sur un site, ça doit être pallié par la formation. C'est un problème d'entreprise qui doit savoir transformer son site en un site où on va produire autre chose ou autrement. Ça, c'est un problème de l'entreprise en soi. Ça peut pas être... nous, on regarde les chiffres objectivement. Les chiffres d'Alstom sont bons. Enfin, le travail initié par Patrick Cron, il faut s'en souvenir, parce qu'on a un petit peu tendance à l'oublier, entre les visions d'Alain Juppé sur cette entreprise et ce que Cron a développé, viré comme un malpropre pour des raisons politiques là aussi, on ne peut pas aujourd'hui faire de la gestion d'entreprise comme ça. Quand on a la chance d'avoir des personnes à la tête de ces entreprises avec des visions industrielles, laissons-les faire, et on voit les conséquences aujourd'hui de tout ce que Cron avait mis en place. L'entreprise a des free cash flow. Dès lors qu'elle a des free cash flow, c'est pas pour rémunérer l'actionnaire, c'est pour rémunérer le projet de l'entreprise. On voit bien que cet argent va rester à l'intérieur et permettra de développer notamment des trains qu'on pourra peut-être imaginer vendre à M. Trump s'il veut bien sortir son chéquier. Puisqu'il veut sortir. Qu'est-ce qu'on fait là, Alstom ? On en prend ? On va en prendre, moi je vais en prendre, on va en prendre 1% dans le fond, oui, ça c'est sûr. Donc on rentre dans Alstom. Donc cette semaine, Safran. On en a déjà. On en a 2,4%. Donc on remonte à 3,4%. On remet une pincée d'Alstom. Non, 2,1, pardon. Et de Safran. Exactement. Oui. Alors il y a une question sur le cycle, donc c'est aussi dans des valeurs qui ont beaucoup bougé, mais qui ont aussi publié cette semaine. Bon, il y en a plein, hein, mais il y a Rexel et Legrand dont on a déjà parlé les semaines précédentes, qui sont assez titillants aussi.
c'est du 30% du chiffre d'affaires aux États-Unis et du 50% du chiffre d'affaires en Europe de l'Ouest. C'est des endroits où l'investissement, notamment dopé par l'investissement public, est en train de va repartir. Voilà. Oui, alors moi je ferai attention sur ces deux-là par contre, parce qu'on a des gros mouvements sur les devises qui affectent systématiquement leurs chiffres. Et puis un peu moins Excel. Un peu moins Excel, c'est exact. Et l'autre problème, c'est la présence, c'est la relance aussi de la construction, qui est un des catalyseurs historiques de ces deux valeurs. Pour l'instant, pas totalement avéré quand même, avec un risque en Chine qu'on connaît sur l'immobilier, qui pèsera toujours sur ces titres-là. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine. Vous l'avez noté, 1% d'Alstom supplémentaire, 1% de Safran. Merci, messieurs, pour vos analyses et votre présence. On se retrouve après ce week-end de 3 jours, la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Au revoir. Merci.